Sur le théâtre de la crise anglophone, les violences meurtrières et les tracasseries policières exacerbent les populations, notamment des conducteurs de mototaxis pris pour cible et meurtris par le meurtre de l'un de leurs collègues. Ils ont exprimé leur colère durant ce week-end à Kumba. L'intervention des autorités administratives a certes permis de désamorcer une déflagration sociale. Pour autant, cela est-il suffisant pour mettre un terme à ces villes mortes déclarées chaque lundi dans les principales villes des régions anglophones? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Certains hôpitaux publics sont confrontés à un manque criard de personnel médico-sanitaire. Ce constat est décrié dans la région de l'extrême nord, notamment à Tokombéré, là où l'hôpital de district dispose de 6 infirmiers pour près de 50 malades qui s'y rendent chaque jour. Comment ces populations souffrent le martyre? Quel est leur quotidien? Où sont passés les personnels médico-sanitaires affectés dans cet hôpital? C'est l'enquête du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La ville de Kumba qui vit l'accalmie ce matin après un week-end surchauffé et pour cause, des conducteurs de mototaxi ont exprimé leur colère après le meurtre de l'un de leurs collègues dans des circonstances encore troubles. D'aucuns ont attribué cet acte à des groupes armés séparatistes. Cependant, ces conducteurs de mototaxi se plaignent également des tracasseries administratives, des contrôles de policiers et gendarmes qui, selon eux, sont abusifs dans la ville de Kumba. Ils ont décidé d'arrêter leur activité durant 2 jours. Il a fallu l'intervention de l'autorité administrative afin qu'ils puissent renouer avec leurs activités. On fait le point avec Jean-Paul Chouniat. La ville de Kumba dans le sud-ouest sort d'un week-end très mouvementé, plongé dans un coup de colère des conducteurs de mototaxi. Tous très remontés après le meurtre d'un de leurs collègues, retrouvé mort au lieu d'Imodawata à Fiango-Kwata. Ils prennent d'assaut les services de la préfecture pour dénoncer le crime ainsi que l'insécurité ambiante dans la ville. Que Kumba redevienne ce qu'elle était et non un lieu où on a peur d'être tué. Nous implorons le préfet de faire régner la sécurité. Reçu par le premier adjoint préfectoral de Kumba, tous disent non aux villes mortes qui imposent les séparatistes. Dans le même temps, d'autres manifestants sont à la sous-préfecture de Kumba 3e pour dénoncer les tracasseries et le racket des forces de maintien de l'ordre dans les rues de la ville. Policiers et gendarmes, quand les papiers des motos sont au complet, ils retiennent la carte d'identité. Un autre arrive sans le moindre document et magouille à 1000 francs. Voyant cela, je propose 500. Ils disent jamais 1000 francs ou rien. Tout pour eux, c'est l'argent. On t'arrache ta moto et on t'exige 50 000 francs pour la récupérer. Face à toute cette tracasserie qui ont fait chuter le coût de transport par moto, les mototaximens de Kumba exige la suppression des contrôles routiers et des barrages de police dans la ville. Les distances qui valaient 300 francs se payent désormais à 150 francs. Ces mototaximens plaident pour un soutien des pouvoirs publics afin de mettre fin au Ghost Town, l'opération de ville morte en vigueur dans la région du sud-ouest. Je supplie le gouvernement de nous aider, ne serait-ce qu'avec 2 litres de carburant par semaine. Ceci, pendant au moins 4 mois, nous allons pouvoir aller travailler. Revenu dans la ville au lendemain des événements, le préfet du département de la Mémé est allé porter soutien et réconfort à la famille du mototaximan tué pour apaiser les tensions et ramener un semblant de calme et de sérénité dans une ville en proie aux exactions interminables des bandes armées et autres séparatistes qui écument la région.
Et restons à Kumba où le préfet, l'autorité administrative, a procédé à la distribution des vivres, un peu d'argent et du carburant dans le but d'encourager ces conducteurs de mototaxi à travailler ce lundi, qui est pourtant journée déclarée ville morte dans la ville de Kumba et d'autres villes des régions anglophones. Son appel a été très peu suivi. Pourtant, il s'est mobilisé pour encourager les populations à sortir de chez elles et à barrer la voie à ces groupes armés séparatistes. On fait le point avec Xavier Foka dans ce reportage et Mitterrand Dame. Kumba, dans le département de la Mémé ce lundi matin. Les rues sont encore désertes ou presque. Les lieux de commerce restent fermés pour encourager les populations à sortir et aux conducteurs de moto à reprendre leur activité. Une sorte de volte-face en réponse au fameux Ghost Town imposé par les séparatistes et décrié notamment par les conducteurs de moto. L'autorité locale procède à la distribution de quelques vivres, au don de quelques billets d'argent et au carburant à des conducteurs de moto. Il était temps qu'on mette un terme à ces villes mortes qui tuent l'activité économique dans le département de la Méditerranée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé à mes populations d'abord de sortir et aux mototaximens de braver tous les mots d'ordre envoyés par les ambazoniens, les excessionnistes, leur demandant de ne pas travailler. Alors que c'est grâce à cette activité que ces mototaximens parviennent à nourrir leur famille. Malgré la fébrilité avec laquelle quelques conducteurs de moto ont répondu présents et se sont déployés dans les artères de la ville de Kumba en guise de démonstration, le préfet Tundong Chambelin se veut rassurant. Désormais, les lundis devront être des jours ouvrables pour tout le monde et dans tous les secteurs. Parce que sans paix, il ne peut pas avoir développement. Avec les enlèvements et les meurtres qui se poursuivent dans la localité, reste à présent à résoudre l'épineuse question de la sécurisation des personnes. Vendredi dernier, un conducteur de moto avait été retrouvé mort dans sa chambre au lieu d'Ifiango, littéralement assassiné. Dans le reste de l'actualité, je vous invite à présent à vous rendre dans le Mbam Inubu. Là-bas, les populations souffrent le martyre, notamment dans des localités situées non loin de Bokito. Elles sont confrontées à l'enclavement criard qui les empêche d'avoir accès aux services sociaux de base. Du coup, elles peinent à pouvoir prendre soin de leurs enfants et accéder à des services tels que l'éducation, la santé, également l'accès à l'eau et des routes viabilisées afin de procéder à l'écoulement des produits agricoles. C'est le constat que font Charles Melingui et Marcelin Gansop dans ce grand reportage. Bienvenue à Nyambaye, l'un, sinon le village le plus enclavé de l'arrondissement de Bokito, dans le département du Mbam et Inubu. À peine arrivés, nous ne tardons pas à toucher du doigt les difficultés auxquelles les populations font face au quotidien. La première est l'état de dégradation très avancé du réseau routier qui impose une gymnastique à nul autre pareil aux usagers. Nyambaye est un village, il est le plus enclavé presque de tout le village de l'arrondissement dont je viens de dire. Nous souffrons beaucoup, quelqu'un tombe malade, des fois il meurt sans qu'on ait la force de le porter sur la tête. Pourquoi? Parce que le manque de route. Nous souhaiterons vraiment qu'on nous reprofile ces routes, parce que ça fait déjà près de 20 ans. La mairie de Konyambita est responsable de cette route. C'est comme si on a pénalisé un côté de l'arrondissement. Tout se passe d'un autre côté, mais ici, de ce côté, on ne voit rien. Et c'est comme ça que nous souffrons donc ici. Là ne s'arrête pas les souffrances des populations. L'accès à l'eau et à l'électricité est une autre paire de manches. Nous avons un seul forage. Il y a un autre forage qu'on nous a présenté ici. On disait que c'est un projet du chef de l'État, un don du chef de l'État. Ce forage n'a jamais été réalisé. De même pour l'école, on nous a promis des salles de classe par 2 fois et ça n'arrive pas. Nous avons également des problèmes de lumière. Si on pouvait aussi bénéficier des centres solaires, je ne sais pas comment on appelle ça, les autres villages ont déjà bénéficié. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que depuis que je me suis installé au village, il y a plus de 20 ans, et je ne vois pas un projet du BIC dans ce village. C'est toujours des dons, peut-être des partis politiques. L'UPC nous a donné quelques salles de classe, tantôt c'est le RDPC, quelques salles de classe, et le reste, c'est les efforts personnels des villageois. Que dire des soins de santé? Ils ne sont pas à la portée de tous.
Se soigner à Nyambaye relève d'un vrai miracle. Nous n'avons rien, pas de centre de santé. Je me rappelle que des femmes meurent ici parce qu'elles veulent mettre au monde. Et elles montent sur des motos. Avec l'état de la route là, ça ne marche pas. Elles finissent parfois par enfanter en route. Soit l'enfant meurt, soit la maman décède. Résultat des courses, l'accès aux actes de l'état civil est quasiment impossible, au grand désarroi des populations. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'acte de naissance. Nous avons essayé de demander à la hiérarchie comment est-ce qu'ils pouvaient nous donner un centre d'état civil ici. Et ça n'a jamais marché, on nous dit constituer les dossiers. Mais il semble que ces dossiers-là, il faut chercher quelqu'un qu'on connaît, ou bien je ne sais pas. On veut savoir qui mettre dans cette affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a gagné dans tout ça. Des difficultés et bien d'autres dont la mairie locale a connaissance. Nous allons à la rencontre du chef de l'exécutif municipal pour comprendre pourquoi le village Nyambaye est autant abandonné. Bokito est un environnement très vaste. La commune pense à la route de Nyambaye qui a déjà fait partiellement. On a fait d'abord la partie Bokito-Tobagne, Osim 1, Osim 2. Donc il y a encore un tronçon qui reste au niveau de Osim 2 jusqu'à Nyambaye. Nous avons pu entretenir nos routes entre l'arrondissement de Konyambeta jusqu'à Omeng et l'arrondissement de Guifé jusqu'à Omeng pour sortir nos populations voisines de Nyambaye. Donc on ne peut pas tout faire. On y pense, ça a été planifié. On va d'abord faire les 2 salles de classe de Nyambaye. Nyambaye, c'est un village qui a besoin d'avoir de la scolarité. On ne peut pas tout faire au même moment. Devant autant de difficultés, l'autorité traditionnelle milite pour un rattachement du village Nyambaye à l'arrondissement de Konyambeta, dont il est plus proche. La situation géographique de notre village nous pénalise. Nous sommes pris un peu en otage entre 2 villages appartenant à l'arrondissement de Konyambeta. Moi, si j'ai à signer un acte de naissance, je peux aller à Konyambeta, je sais qu'on va le signer. Si j'ai même parfois, je m'en vais déposer une plainte, je vais ici à Konyambeta, je vais à la brigade de Konyambeta, on reçoit ma plainte. Mais ce qui est souvent difficile, les gendarmes de Konyambeta ne viennent pas facilement intervenir ici. Je crois que la solution la plus facile, c'est de nous rallier à Konyambeta. Tout sera facile de ce côté parce que là, nous sommes d'abord à proximité, on est à côté. Je le dis parce que depuis que nos parents existent, nous avons payé des impôts. Nous ne voyons pas ce que Bokito a fait pour nous ici. Là. Mais quand il y a problème d'élection, ils arrivent ici, ils nous promettent terre et ciel et finalement, on ne voit rien. De son côté, le maire de Bokito invite les populations à faire preuve de patience. Avec les modestes moyens, petit à petit, on ne peut pas tout faire en un seul jour. On essaie de faire ce qu'on peut faire. En attendant de voir un jour le bout du tunnel, le village Nyambaye, par Bokito, reste prisonnier de l'enclavement et de son corollaire, qu'est le sous-développement. Pendant que dans l'arrondissement voisin de Konyambeta, des projets de développement prennent progressivement corps. Même si là-bas aussi, les populations ne sont pas à l'abri de plusieurs difficultés, liées essentiellement au difficile accès aux services sociaux de base. Un calvaire qui ne dit pas son nom. Restons dans l'arrière-pays. Je vous le disais en titre, certains hôpitaux publics sont confrontés à une insuffisance criarde de personnel médico-sanitaire. Le constat est fait à Tokombéré, dans la région de l'extrême nord. Là-bas, l'un des hôpitaux dispose de moins de 5 infirmiers. Pourtant, il y a une 50aine de malades qui arrivent chaque jour. Où sont passés les autres personnels médico-sanitaires affectés dans cet hôpital? Dans quelles conditions les Camerounais sont-ils soignés dans cet hôpital où il y a un manque criard à la fois de personnel et de plateaux techniques? Élément de réponse avec Amadou Daïrou et Donald Brice Kamgan. Puis 6 médecins affectés par le ministère de la Santé publique à l'hôpital du district de Tokombéré dans le Mao-Sava, région de l'extrême nord, il ne reste plus aucun seul. Les quelques-uns en fonction ici sont ceux recrutés par l'hôpital lui-même. Sur la dizaine d'infirmiers affectés par l'État, seuls 2 répondent à l'appel. Le personnel qui est mis à notre disposition par le ministère de tutelle, très souvent instable. Ce sont des jeunes qui sont envoyés, qui repartent aussitôt un an, soit aux études, ou bien qui sont réaffectés par d'autres mécanismes dans d'autres services de l'État. La crise pèse sur la formation hospitalière, la plus importante de Tokombéré, une moyenne de 100 malades par jour. En visite au sein de l'hôpital, le sous-préfet a enjoint le directeur de lui faire parvenir dans les plus brefs délais un rapport sur les cas de personnel percevant toujours le salaire, bien que parti. Les salaires que ce personnel absent perçoit, c'est en principe devrait être le fruit d'un travail. Il n'est donc pas bien
qu'on perçoive un salaire qui est le fruit d'un travail alors qu'on ne travaille pas. Initialement la propriété de l'église catholique, l'hôpital de district de Tokombéré a été retrocédé à l'État en 2003. La formation hospitalière fonctionne grâce à une cinquantaine d'infirmiers dont la prise en charge salariale est devenue un fardeau pour le management. Encore une prorogation du mandat des conseillers municipaux. Il reste en fonction jusqu'au 29 février 2020. C'est une décision du président de la République après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. La première prorogation des mandats des conseillers municipaux a eu lieu en juillet 2018. Un an après, le chef de l'État décrète une deuxième prorogation. Les députés ont quant à eux adopté une loi portant prorogation de leur propre mandat jusqu'en décembre 2019. Parlons à présent de ces multiples crises qui préoccupent les partenaires du Cameroun, notamment la France. À l'occasion de la fête de l'indépendance de ce pays, l'ambassadeur de France au Cameroun a tenu à réitérer la préoccupation de la France, à savoir la résolution pacifique des multiples crises qui affectent le Cameroun, notamment la crise anglophone. Gilles Thibault, arrivé en fin de séjour, a tenu à également faire le tour, évaluer la coopération bilatérale entre Yaoundé et Paris. Compte rendu avec Guy Zogo. Donc, nous allons revenir sur cet élément dans le journal. En bref, à présent, ces images des Lionnes du volleyball, championnes d'Afrique, de retour au Cameroun. Elles ont, vous le voyez en image, été reçues par le ministre des Sports à l'aéroport international de Simalène du côté de Yaoundé, reçu en grande pompe après un parcours exceptionnel durant la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Pourtant, elles sont parties dans des conditions assez difficiles, manquant de budget pour pouvoir préparer dans les conditions optimales cette Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Elles restent championnes d'Afrique. Les Lionnes du volleyball de retour au Cameroun, célébrées à la fois par les Camerounais et le gouvernement. Après avoir été renvoyé en jugement devant le tribunal militaire, Maurice Kamto, des cadres du MRC et ses alliés politiques contestent la compétence du juge d'instruction militaire pour connaître des causes les concernant, notamment eux qui se présentent comme des civils. Le Conseil a interjeté appel. Une requête a été adressée ce jour à la présidente de la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel du Centre. L'annonce est du porte-parole de Maurice Kamto, président du MRC. Un reportage dans ce journal, les lauréates du grand projet de bourse professionnelle de la fondation Fouatoula Kadji de Fotso ont reçu leur attestation des mains des différents représentants à la fois des ministères de l'Emploi, de la formation professionnelle et des centres où elles ont pu bénéficier de ces formations, une initiative qui vise à l'autonomisation des femmes au Cameroun. Reportage. Les lauréates du grand projet de bourse professionnelle de la fondation Fouatoula Kadji de Fosso ont reçu les attestations des mains des différents représentants des ministères de l'Emploi et de la formation professionnelle et des centres de formation venus soutenir cette illustre cérémonie qui clôture la 3e édition du programme International Women's Day. Initié par la fondation Fouatoula Kadji de Fosso en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie, ce programme a pour but d'encourager les jeunes filles et femmes âgées de 20 à 45 ans désireuses d'impacter le devenir de leur communauté et de leur nation via des métiers assez variés tels que la conduite des engins lourds, l'électricité, l'infographie, l'agriculture, l'hôtellerie et bien d'autres. Le but d'abord c'est de manifester, de marquer notre solidarité en l'endroit des femmes et du peuple camerounais parce qu'on estime que les femmes vont impacter la société camerounaise. Pouvoir permettre à des personnes qui auraient été sélectionnées de pouvoir bénéficier de formations en leur offrant des bourses, parfois en les accompagnant dans le financement pour la réalisation de leurs projets. Donc ce sont les deux formes que pour le moment nous avons, la formation et le financement au projet. Ce sont donc 24 valeureuses femmes que la Fondation a honorées sous la base de leurs projets respectifs par des bourses de formation qui leur permettront de travailler davantage à leur autonomisation et au développement de leur environnement.
Trouvons que c'est un projet assez honorable. Et aujourd'hui, il est plus qu'évident que la place de la femme n'est pas très reconnue dans notre société. Pourtant, elle joue un rôle très important. On n'a qu'à voir au sein de nos familles. Le succès d'un foyer dépend d'elle. Le succès de la famille repose sur ses épaules. Pourtant, son rôle jusqu'ici a toujours été minimisé. On a des femmes aujourd'hui qui ont un certain potentiel, un potentiel qui est avéré. Pourquoi ne pas valoriser? Alors nous avons décidé de soutenir ce projet et puis de le porter aussi haut que possible. Assiduité, engagement, fierté, voilà des mots forts qui ont marqué cet événement et comme à l'accoutumée, les lauréates n'ont pas caché leur joie, encouragées par les réalisations exceptionnelles des précédentes bénéficiaires des bourses de formation de la Fondation Fouatoula Kajide Fosso. Je suis très contente d'avoir bénéficié de la bourse de formation de la Fondation. J'encourage toutes les femmes vivement à participer à cela. Je dis grandement merci à la Fondation d'avoir eu à l'idée d'encourager les femmes vraiment dans les passions, les métiers qui sont les leurs. J'ai choisi conduite d'engin lourd. Bon, déjà parce que c'est une passion pour moi en fait la conduite. Et j'ai voulu opter dans ce métier pour pouvoir me prendre en charge facilement. Je remercie grandement la Fondation. Vraiment merci parce qu'ils ont changé ma vie. First of all, I want to say thank you to the Kaji Foundation and the UCB. Because this training has given me a lot of experience in a field which I've always dreamed of. Growing up as a child, I had a lot of difficulties in terms of provision of electricity, so I decided to go into the renewable sector as a form of helping others as well as helping myself. So during the process, we were the first batch for the scholarships. So I'm very thankful to Kaji because today I'm able to start up my own company as a result of the help they give me. So I can't say enough, but I'll just say thank you, Kaji Foundation. Le rendez-vous est donc pris pour mars 2020 pour la 4e édition du programme des bourses offertes aux femmes pour leur autonomisation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le préfet de la Mémé, Tundon Chamberlain, veut combattre les villes mortes dans la ville, principalement de Kumba. L'autorité administrative a encouragé les conducteurs de mototaxi à reprendre leurs activités ce lundi, qui est souvent journée déclarée ville morte dans les principales villes des régions anglophones. Malgré ces promesses, son accompagnement financier jusqu'à ce jour, l'on a constaté ce matin que Kumba est resté désert, du moins dans certaines rues de la ville de Kumba. Les conducteurs de mototaxi n'ont pas véritablement suivi l'appel lancé par l'autorité administrative. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.